Dans la nuit du 10 au 11 juillet 1947, un vieux vapeur américain quitte le port de Sète, dans le sud de la France. Dans ses cales, 4500 juifs rescapés des camps de la mort nazie. Ils quittent une Europe en ruine, où 6 millions d'entre eux ont été exterminés. En mer, le bateau rebaptisé Exodus prend la direction de la Palestine, la terre promise. Mais l'Exodus est arraisonné par les Britanniques. Ses passagers seront renvoyés en Europe, en Allemagne. Plusieurs bébés naissent au cours de cette odyssée. Parmi eux, nous avons retrouvé Anna Pinchao. Universitaire, mère de 3 enfants, elle vit aujourd'hui dans le désert du Negev. Jacob Bettinger, il sera parachutiste lors de la guerre des 6 jours. À présent, il dirige la régie publicitaire du plus grand quotidien israélien. Enfin, Yossi Swirsky, bébé de l'Exodus, lui aussi, de parents polonais, il est directeur de banque près de Tel Aviv. Tous 3 ont l'âge de l'État d'Israël. À la même époque, au cours de cet été 47, 3 autres bébés naissent en Palestine, alors sous mandat britannique. Leurs parents sont arabes, la Palestine est aussi la terre de leurs ancêtres. Joseph Marta, chrétien orthodoxe, originaire de Ramallah en Cisjordanie, il s'est établi aux États-Unis il y a 25 ans. Sohail Natour, né à Saint-Jean d'Acre, il a 1 an lorsque ses parents fuient à Beyrouth, aujourd'hui cadre de l'OLP. Enfin, Ahmed Mahdi, il survit dans le camp de réfugiés d'Al-Aroub, près d'Hébron, avec ses 10 enfants. Juifs ou arabes, tous les 6 ont en commun d'être nés en 47, d'avoir été les acteurs de 45 ans d'histoire, 45 ans de conflits, de guerre pour une même terre, une terre 2 fois promise, à la fois aux Arabes et aux Juifs. Le Negev, une immense étendue de désert qui s'étale au sud d'Israël. C'est ici, à Sde-Boker, un centre universitaire, que vit et travaille Anna. Née au large de Gibraltar sur l'un des bateaux cages anglais qui ramenaient en Allemagne les passagers de l'Exodus, Anna se souvient aujourd'hui de la détermination de ses parents à vouloir se rendre en 47 en Israël. Ma mère était dans les rangs des partisans. Mon père, lui, était soldat dans l'armée russe. Puis il a rejoint lui aussi les partisans. Ils se sont rencontrés après la guerre. Tous les deux ont alors décidé d'aller en Israël, en pensant que c'était le seul endroit pour eux où ils pourraient démarrer une nouvelle vie. Quand ils se sont retrouvés sur l'Exodus à bord du bateau, alors que ma mère était enceinte, ils ont pensé que ce serait un voyage très court, 1 semaine. C'est ce qu'ils croyaient. Mais ça a pris beaucoup plus de temps. Moi, je suis née sur le chemin du retour vers l'Europe. Quand l'Exodus s'est approché des côtes d'Israël, ils ont essayé de trouver un port près de Tel Aviv, Haïfa. Mais peu avant, ils ont été attaqués par 5 bateaux anglais. C'était la guerre, une vraie guerre. Mon oncle, le frère de ma mère, il avait 24 ans, a été gravement touché. Il a succombé à ses blessures. Au début, on n'a pas osé le dire à ma mère parce qu'elle était enceinte de moi. Mais bien plus tard, elle m'a dit qu'elle avait senti quelque chose. Elle avait compris que quelque chose de terrible s'était produit. Aujourd'hui, mon oncle est enterré à Haïfa. Une destinée identique pour les parents de Yossi Swirsky, des Juifs polonais embarqués sur l'Exodus. Eux aussi seront refoulés au large de la Palestine. Mes parents ont immigré de Pologne en Israël. Ils sont venus en 47, sur l'Exodus. Ils ont décidé qu'il leur fallait partir là-bas, et cela alors que ma mère était enceinte, presque à terme. À cette époque, avec d'autres juifs, ils avaient déjà créé une organisation pour partir en Israël.
pour devenir les pionniers d'Israël. Puis, ils ont entendu parler d'un bateau nommé Exodus qui devait partir en Israël. C'est comme cela qu'ils sont arrivés sur le bateau avec l'intention de s'installer en Israël, de bâtir leur avenir en Eretz Israël, de construire le pays. La mer symbolisait tous les espoirs des passagers d'Exodus. Au bout du voyage était la terre promise. Aujourd'hui, les buildings de Tel Aviv symbolisent l'extraordinaire dynamisme des pionniers d'Israël. Témoin, la réussite sociale de Yossi Sfirsky. Il est aujourd'hui directeur de banque. C'est vrai que je suis né sur le bateau, sur l'Exodus, et qu'aujourd'hui je dirige une agence de la banque Apoalim à Ranana. C'est vrai que de ce point de vue, je suis un symbole. Tout être qui s'investit, qui fait un effort, peut faire de sa vie quelque chose d'intéressant. En 1947, l'arrivée des Juifs européens en Palestine est massive. Leur objectif avoué est la création d'un État où vivent déjà plus d'1 million d'Arabes. S'ensuivent des heurts très violents entre les deux communautés. Un climat de terreur s'installe en Palestine. Des milliers d'Arabes abandonnent leur maison. C'est le cas des parents de Joseph Marta. Ce qui est arrivé en 1948, pourquoi nous avons quitté notre maison aussi vite? Pourquoi nous avons rejoint Ramallah, notre ville natale? Ma mère, ici présente, a été le témoin de tout ce qui s'est passé. Des massacres, des destructions, spécialement en 1948, quand on est devenu des réfugiés. Quand nous sommes montés dans l'autobus, j'étais très nerveuse. Je ne voyais pas devant moi. J'ai commencé à compter mes enfants. Celui-là était là, l'aîné, le cadet, les membres de ma famille. Le compte était bon. Le bus a démarré, j'ai fait le signe de croix. Un peu plus loin, le chauffeur nous a demandé de baisser nos têtes. Toi, tu étais tout petit, tu étais un bébé. Je t'ai serré dans mes bras et je me suis penchée comme ça pour te protéger. Ta sœur est descendue se réfugier sous le siège. Elle tendait le cou et me demandait « Maman, est-ce qu'on voit ma tête ?» Je lui ai dit non. À l'époque où je suis né, en 1947, il y avait des combats, mais limités. Personne ne pouvait imaginer que ça allait en arriver là, jusqu'à ce qu'ils fassent sauter la Seraya. C'était un tribunal. Les Juifs y avaient placé une bombe. Beaucoup d'Arabes ont été tués. Cet attentat a vraiment fait très peur à beaucoup de gens. Tout le monde a commencé à craindre pour sa vie. À l'aube de l'année 1948, les attentats terroristes des organisations sionistes se multiplient. Les destructions sont massives. 200 Anglais y trouvent la mort. Les pressions se multiplient sur les Britanniques pour qu'ils abandonnent la Palestine. Terrorisés, de nombreuses familles palestiniennes prennent alors la route de l'exode. Dos à la mer, certaines d'entre elles s'entassent à bord de petites embarcations pour rejoindre les ports du Liban, Tyr, Saïda, Beyrouth. Ils deviennent les premiers réfugiés palestiniens. Au fil des années et des guerres, des milliers d'autres les suivront. Ici, le camp de Mar Elias, dans la banlieue de Beyrouth. Aujourd'hui, de modestes maisons en parpaing déjà plusieurs fois détruites ont remplacé les camps de toile d'hier. C'est ici que vit Souil Natour. De la Palestine, il ne connaît que les souvenirs maintes fois racontés par ses parents. Il avait à peine 1 an, en effet, lorsqu'il a quitté la Palestine. Depuis, il n'y est jamais retourné. Je suis né en Palestine le 15 mai 1947 à Saint-Jean-d'Acre. Malheureusement, 1 an plus tard, le 15 mai 1948, les forces d'occupation juives proclamaient la création d'Israël. Ainsi, notre peuple, ma famille, ont été chassés de leurs terres, ont été chassés de Palestine.
Le 14 mai 1948 à 16 h, David Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël sur la base du plan de partage de la Palestine, décidé par les Nations Unies. 8 heures plus tard, les Britanniques replient l'Union Jack et abandonnent définitivement la Palestine. Pour des milliers de Juifs, le rêve, vieux de 2000 ans, devient réalité. David Ben Gourion, le père de la nation israélienne. Il est enterré ici aujourd'hui aux côtés de sa femme à Sde Boker, face au désert du Negev. C'est ici, dans cet institut de recherche, que travaille Anna Pinchao. Elle en charge toutes les archives laissées par Ben Gourion et que l'on vient consulter du monde entier. Prémonitoire, voilà ce qu'écrivait Ben Gourion dans son journal, au soir de la déclaration d'indépendance d'Israël, le 14 mai 48. Anna avait alors 1 an. À 1 heure, réunion du gouvernement provisoire, nous avons invalidé la rédaction de la déclaration d'indépendance. À 4 heures, déclaration d'indépendance. C'est la joie dans tout le pays, mais une fois de plus, je me sens en deuil au milieu de tous ces gens heureux. Les gens disent qu'il était triste parce qu'il pouvait voir les malheurs qui allaient s'abattre sur Israël à cause des guerres et des problèmes avec les Arabes. En 1947, il pouvait prévoir que la guerre allait être déclarée contre Israël. Et à cause de cela, il était triste même si tous les gens étaient heureux autour de lui. Parce qu'il avait eu une sorte de vision. Ben Gourion ne s'était pas trompé. En 1947, les Nations Unies avaient prévu de partager la Palestine en 2 territoires, l'un juif, l'autre arabe, ici en vert. Mais dès la proclamation de l'État d'Israël, les forces arabes attaquent le jeune État juif, c'est la guerre, Israël repousse ses frontières. On compte alors plus de 700 000 réfugiés palestiniens. La maison de mon père, avant 1948, était là-bas. Toute cette étendue-là, tout ce que vous voyez là, tous ces arbres, tous ces figuiers, appartenaient au village. Ici, vous voyez cette route? Le village commençait ici et s'étendait vers l'ouest. Lorsque mes parents ont fui en 1948, j'étais un bébé d'1 an. Alors que les Juifs nous ont chassés de notre village, ma mère m'a pris dans ses bras, nous sommes allés nous réfugier dans le camp d'Al-Aroub. Quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à comprendre la réalité de la vie, quand j'ai vu les gens vivre heureux dans leur maison, sur leur terre, alors que moi je vivais dans un camp de réfugiés, j'ai reproché à mon père d'avoir tout quitté. Il m'a répondu, « Mon fils, toi tu n'as pas assisté à ce qui s'est passé. » Quand les Juifs sont entrés dans le village, tout le monde a eu très peur d'être égorgé. Le camp d'Al-Aroub, à mi-chemin entre Jérusalem et Hébron, ni eau courante, ni électricité. Al-Aroub, un de ces camps comme il en existe des dizaines d'autres, en Cisjordanie occupée, au Liban, en Jordanie ou en Syrie. Aujourd'hui, près de 2,5 millions de personnes survivent dans les camps. Certains depuis 45 ans, comme Ahmed Madi. Il n'a jamais rien connu d'autre que la grisaille du camp d'Al-Aroub. Les familles de moins de 5 personnes avaient droit à 1 pièce. Les familles plus nombreuses avaient droit à 2 pièces. Mais comme les murs de ces pièces n'ont que 10 cm d'épaisseur, il y faisait très froid en hiver et très chaud en été. C'était invivable. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait des économies sur le budget consacré aux enfants pour construire ces 2 pièces. Des économies sur la nourriture,
les vêtements. C'est comme cela que j'ai pu construire ces 2 autres pièces. Ici, à Tel Aviv, réunion de famille autour de Jacob Bettinger. Tous ici étaient il y a 45 ans à bord de l'Exodus. Jacob Bettinger est un bébé de quelques mois lorsqu'il arrive en 48 avec ses parents. Ils ont tout abandonné en Europe et les débuts en Israël sont difficiles. Je me souviens avoir grandi à Jaffa. C'est une vieille ville arabe, dans une maison arabe où il n'y avait même pas les conditions sanitaires minimales. Il n'y avait pas de route. Je me souviens que les égouts s'écoulaient dans les rues. J'habitais avec les Arabes dans le même quartier et je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des problèmes avec eux à cette époque. On grandissait tous dans la pauvreté, mais dans une pauvreté supportable. Nous n'en avons pas souffert. Cette période en Israël a été une période de vache maigre où l'on manquait de tout, de pain, de sucre. Mais je le répète, on ne se plaignait pas. Je pense qu'une partie de notre énergie et de notre dureté viennent directement de cette période, de ces années 50. Tandis que Jacob Bettinger, le bébé d'Exodus, grandit à Jaffa, à Beyrouth, le petit Sohil commence à comprendre ce que veut dire le mot réfugié. J'étais dans une école où les Palestiniens étaient minoritaires. Il y avait une majorité de Libanais. La première fois que j'ai senti que j'étais différent des autres, c'est lorsque j'ai été premier en classe, ce qui avait suscité l'admiration de tous. Tous les professeurs étaient fiers de moi. Mais ils revenaient toujours sur le même mot. C'est un Palestinien. C'est-à-dire qu'il n'est pas de chez nous. On ne peut pas lui décerner un prix. Si j'avais été Libanais, bien sûr, on m'aurait récompensé. C'est là où j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. À des milliers de kilomètres de Beyrouth, Détroit, dans le Michigan. Dans cette église américaine, tous les fidèles sont des Palestiniens chrétiens originaires de Ramallah en Cisjordanie. Enfant, Joseph Martin rêvait de s'expatrier pour fuir définitivement la misère. Quand j'étais à l'église catholique à Ramallah, tous les enfants étaient riches. Ils avaient de beaux habits et moi je n'avais rien de tout cela. La seule chose qui me préoccupait en ce temps-là, c'était de faire quelque chose pour ma famille. C'était de faire quelque chose pour nous, pour mon père, ma mère, mes sœurs, après cette tragédie qu'on avait subie. C'est tout ce que j'avais en tête. Et du coup, j'ai perdu mon adolescence, ma jeunesse, parce que je devais aider ma famille. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai demandé à émigrer aux États-Unis. En 1966, Joseph, qui a 19 ans, obtient d'émigrer aux États-Unis. Il quitte Ramallah via Amman et Beyrouth sans $1 en poche. Il ne reverra plus jamais la Palestine. Quitter ma famille, tous mes amis, aller dans un pays dont je ne savais rien et dont je ne parlais pas la langue, que 2 ou 3 mots. Il est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti seul dans cet avion, jeune comme je l'étais à penser à l'avenir. Quitter des gens que j'aimais vraiment, des amis très intimes, c'est un voyage très difficile à décrire. Ça a été un cauchemar à partir du moment où j'ai quitté l'aéroport de Jérusalem pour aller à Amman, puis Beyrouth, jusqu'aux États-Unis.
Ça a été le moment le plus dur de ma vie, quelque chose de très émouvant. Début juin 67, un an à peine après que Joseph Marta se fut installé aux États-Unis, tout le Proche-Orient est en ébullition. Nasser et le roi Hussein mobilisent les foules arabes en prévision d'une guerre contre Israël. Une guerre qui va durer exactement 6 jours. Au premier jour de la guerre des 6 jours, avec mon unité, nous étions stationnés dans la région de Wadi Faran. C'était le point le plus proche de la frontière égyptienne, du Sinaï. Et j'ai donc fait toute la guerre contre les Égyptiens dans toute cette région du Sinaï, jusqu'au canal de Suez. Ici, vous pouvez lire « Bataille de chars et combats aériens dans le sud du pays ». Dans cette autre édition spéciale, les forces aériennes israéliennes ont détruit 120 avions égyptiens. L'armée israélienne avance sur plusieurs fronts dans le sud. Dayan, qui était ministre de la Défense, disait « Ils sont plus nombreux que nous, mais nous les vaincrons ». Et c'est ainsi que 6 jours plus tard, comme on le sait, nous avons conquis aux Égyptiens le Sinaï, aux Jordaniens la Cisjordanie et aux Syriens les monts du Golan. Je n'ai pas pensé à la mort. Nous étions trop jeunes pour comprendre le sens du mot guerre. On a cru que c'était un pique-nique. On ne comprenait pas que la guerre fait des morts. On était motivés et à la fois excités par les prouesses des parachutistes. La signification de la guerre, on ne l'a comprise qu'après la guerre. Quand la guerre a commencé, j'étais étudiante. La guerre a été si courte, je n'ai même pas eu le temps de m'engager. Je n'ai rejoint l'armée qu'après la guerre. Je crois que ça a été une guerre héroïque pour Israël. Très rapide, très brève, mais des gens ont été tués. C'est toujours l'un des aspects malheureux de la guerre. Mais c'est une guerre, je pense, qui a changé l'histoire, comme celle de 48. Je ne sais pas si elle a changé au mieux les choses, mais elle a changé l'histoire de ce pays. Tandis que Jacob Bettinger se bat dans le Sinaï, Yossi Swirsky lui est engagé dans les combats sur le front jordanien. Les 2 bébés de l'Exodus ont alors 20 ans. Le 5 juin 1967, j'étais déjà soldat. Je faisais partie des forces blindées. Mon bataillon s'est battu dans la région de Jérusalem. Il y avait là-bas des postes d'observation jordaniens, des radars. Les combats ont été très violents. On a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Mais on a réussi à prendre les positions jordaniennes. Puis, on a continué vers le Jourdain. En quelques jours, notre bataillon de chars est arrivé à la frontière jordanienne. C'est là qu'on s'est arrêté. Dès les premières heures de cette guerre des 6 jours, dans le camp de réfugiés d'Al-Aroub, Ahmed Mahdi attend l'arrivée des soldats israéliens. Lui aussi a 20 ans. Au matin, quand les Juifs ont investi la région, les gens, surtout les plus instruits d'entre eux, ont proposé qu'on écrive une pancarte qu'on accrocherait à l'entrée du camp, là où il y avait un poste de police. Ils se sont tous mis d'accord pour que j'écrive « Nous les habitants du camp Al-Aroub, nous souhaitons la bienvenue à l'État d'Israël ». Il faut nous comprendre, tout le monde était tellement terrorisé. Quand j'ai appris la nouvelle de notre victoire, j'étais alors en mission militaire à Jérusalem. J'ai appris que l'armée avait conquis le mur des lamentations, que le rabbin Gorem
était arrivé au mur des lamentations et qu'il avait sonné le chauffard. J'ai appris également qu'on avait conquis des territoires jusqu'au Jourdain. J'ai éprouvé une immense joie. Jérusalem était jusque-là partagée, on ne pouvait pas approcher le mur. Or là, Jérusalem était à présent accessible. Le mur, pour les Israéliens, le symbole de leur victoire. Les vestiges du temple du roi Salomon se trouvaient depuis 1949 dans la partie arabe de la ville. Israël annexe Jérusalem-Est. Pour le jeune Yossi Sfirsky, la victoire de la guerre des 6 jours est selon lui le prélude à la paix dans la région. Je pensais alors que c'était la fin des problèmes entre juifs et arabes, que la paix était proche. Je croyais qu'on allait arriver à se mettre d'accord, qu'une nouvelle ère commençait, une ère de bonne entente entre les juifs et les arabes. Jusqu'en 67, jusqu'à la guerre des 6 jours, on avait encore l'espoir de retrouver nos villages, nos terres, nos propriétés, notre patrie. Après 67, j'ai ressenti tout ce que les Palestiniens ont ressenti. J'ai ressenti le désespoir, la tristesse. J'espérais tellement pouvoir rentrer chez moi, avec mes enfants, ma famille. J'espérais tellement qu'on allait vivre sur notre terre, dans la dignité, travailler ma terre à la sueur de mon front. Ce jour-là, j'ai tout perdu. À l'issue de la guerre des 6 jours, la victoire des troupes du général Dayan est totale. Les Israéliens occupent le Sinaï, au nord le Golan, enfin ils occupent la Cisjordanie et la bande de Gaza. J'étais trop jeune pour comprendre à l'époque ce que voulait dire conquérir des territoires occupés par des étrangers. Je ne pouvais pas comprendre ce que voulait dire dominer ces étrangers. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que la guerre des 6 jours, même si elle a été brillante, grandiose dans l'histoire d'Israël, elle a aussi été le point de départ des problèmes qui existent aujourd'hui encore en Israël. Les problèmes, on va très vite leur donner un nom en Israël, le terrorisme. Au lendemain de la guerre des 6 jours, les Palestiniens s'organisent, politiquement, militairement aussi. Ils créent des centres d'entraînement, tentent des opérations d'infiltration. À Beyrouth, Souheil Natour est l'un des cadres de l'OLP. Membre du comité central du FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, il a voué toute sa vie à la lutte contre les Israéliens. Je suis pour la lutte armée palestinienne contre les forces d'occupation. Et ce, jusqu'à ce que nous les forcions à quitter notre terre, notre patrie. En 1967, j'avais 20 ans et j'étais à l'université. Mon militantisme estudiantin m'avait beaucoup mûri. Mais ma formation militaire n'en était qu'à ses débuts. À cette époque, lorsque les opérations militaires ont commencé, les camps d'entraînement au sud Liban et les opérations d'infiltration n'existaient pas. C'est pourquoi, après l'invasion de la Cisjordanie et la défaite de l'armée jordanienne, on a vu apparaître un réel mouvement fédéine, notamment sur la ligne de démarcation près du Jourdain. Chaque jeune Palestinien qui voulait se battre se rendait dans cette région. C'est ce que j'ai fait avec un groupe d'amis. Toute force d'occupation, où qu'elle se trouve, est terroriste. C'est pourquoi elle doit faire face à un mouvement de résistance. Alors que mon ennemi me traite de terroriste, moi ça m'est égal.
Depuis ce jour de 1966 où il a quitté sa Palestine natale, Joseph Martin vit aux États-Unis. Dès qu'il arrive dans le Michigan, il fait tout pour gagner toujours plus d'argent. Il n'a qu'un objectif, réunir sa famille. Et il y parvient. Au fil des ans, il rapatrie 35 personnes de Palestine. Aujourd'hui, Joseph Martin est propriétaire de 2 fast-foods. La Palestine sera toujours mon pays. Je suis un citoyen américain. Je suis très fier d'être américain. Mais mes origines, mon cœur, tout ce qui est moi est en Palestine. Double burger special, thank you. This is the house. The first house I bought. Voici la première maison que j'ai achetée en arrivant en Amérique pour y faire venir ma famille. Ma mère, ma sœur et mon père. Nous avons habité cette maison jusqu'en 1975. Cette maison nous a apporté beaucoup de bonheur. Elle a réuni la famille, elle a accueilli beaucoup de gens, réellement beaucoup de gens. Ils habitaient ici avec moi jusqu'à ce qu'ils puissent démarrer leur vie dans ce pays, et j'en faisais revenir d'autres. Nous, les Palestiniens, nous n'abandonnerons jamais, jamais l'idée de récupérer notre patrie. Même si ma génération disparaît, mes enfants qui sont nés dans ce pays, quand on leur pose la question, ils répondent qu'ils sont palestiniens, qu'ils sont des Américains palestiniens. Ils seraient fiers de voir leur patrie libre. Un jour, ils voudront y retourner et dire « c'est là qu'est né mon père, c'est là qu'a vécu mon père, c'est là que mon grand-père est né ». Je ne leur retirerai jamais ça de la tête. Je leur apprends à être de bons citoyens américains, mais aussi à ne pas oublier qui sont leurs ancêtres. Il n'est jamais trop tard pour nous, Palestiniens, d'espérer la paix et de récupérer notre patrie. Le 6 octobre 1973, c'est à nouveau la guerre. Les armées égyptiennes et syriennes envahissent par surprise Israël le jour du Kippour. À la clé, la menace des pays arabes de ne plus livrer de pétrole à tous ceux qui continueraient à soutenir Israël si les territoires occupés ne sont pas évacués. Pour la 2e fois de sa vie, Yossi Sfirsky est mobilisé dans les chars, il a 26 ans. À cette époque, je me souviens, j'étais réserviste dans l'armée. Aux environs de 9 h du matin, j'ai reçu un coup de téléphone me demandant de me préparer. La guerre venait de commencer. On allait venir me chercher. J'avais toujours pensé que l'on avait la meilleure armée du monde, les meilleurs services de renseignement. Je croyais qu'on était à l'abri des mauvaises surprises, que chaque fois que quelqu'un tenterait de nous surprendre, nous serions les premiers à le savoir, que nous aurions le temps de mobiliser l'armée, de nous préparer avant même que la guerre n'éclate. Or là, voilà qu'on apprenait que les forces égyptiennes et syriennes étaient en train de nous envahir, de conquérir nos territoires. Nous étions complètement désorganisés. Tout s'est passé très vite, sous la pression, alors que les premières informations faisaient état de morts, de blessés. En fait, personne ne savait exactement ce qui se passait. Il fallait se ressaisir et partir en guerre. Les combats étaient très durs. Cette guerre a causé un très grand malaise dans le pays. L'imprimerie du Yediot Ahronot, le plus grand quotidien israélien. Il tire à 600 000 exemplaires. Jacob Bettinger en dirige la régie publicitaire. Chaque matin, il est là au journal pour lire la première édition. De tous les événements que l'ancien bébé de l'Exodus a vécu, un seul reste vraiment gravé dans sa mémoire. La visite à Jérusalem en 1978 du président égyptien Sadat. Je me souviens que c'était un samedi. On était à la maison, devant notre télévision. On attendait tous le moment du direct de l'aéroport Ben Gourion, où l'avion du président Sadat devait atterrir. Dès que la porte de l'avion s'est ouverte et qu'on a vu le visage de Sadat,
Ici, en terre d'Israël, tout le monde a ressenti la même émotion. Il a été accueilli très chaleureusement. Sa visite a été une très grande contribution à la paix entre Israël et l'Égypte. Ça a été, je crois, l'un des moments, l'un des jours les plus émouvants de ma vie. Je pense que Sadat était un chef d'État authentique, un homme courageux. Il y avait le réel espoir de voir les choses changer après cette visite historique. Et je pense que les choses ont changé, parce qu'Israël et l'Égypte ont prouvé que les Juifs et les Arabes peuvent vivre ensemble, en paix. Beyrouth, la ville meurtrie par 16 ans de guerre civile. En 82, les troupes israéliennes lancent l'opération Paix en Galilée contre les bases palestiniennes du sud Liban. Sous la conduite du général Sharon, elle pousse jusqu'à Beyrouth. Les Fedaïns, les combattants palestiniens, sont désarmés. Ne restent plus dans les camps de réfugiés que les populations civiles de Sabra et Shatila, qui seront massacrées par les milices chrétiennes, des femmes, des enfants. Il y aura plusieurs centaines de victimes. Pendant 3 jours et 3 nuits, les forces chrétiennes ont tué les femmes et les enfants, alors que les forces israéliennes encerclaient le camp et empêchaient les gens de fuir. Il n'y a qu'un seul vieillard qui a réussi à sortir et alerter les gens de ce qui se passait à l'intérieur. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai couru à Amra. J'ai alerté toutes les rédactions des journaux pour leur dire « Allez voir ce qui se passe à Sabra et Shatila ». Ce qui venait de se passer était tellement grave que je ne savais plus où j'en étais. Je voyais bien que, même face à l'assassinat de ma famille, de mon peuple qu'on avait égorgé, j'étais impuissant. Je ne pouvais rien faire. Les combattants avaient quitté Beyrouth avec leurs armes. J'étais abattu, tellement désespéré, amer. On avait l'impression que le monde entier était contre notre peuple, qu'il souhaitait notre mort. Pendant quelques minutes, je n'ai eu qu'une idée en tête. Trouver une arme, une seule, et même si je devais y laisser ma peau, attaquer ceux qui étaient responsables de ce massacre et les Israéliens qui les avaient protégés. Quand j'ai appris la nouvelle du massacre de Sabra et Shatila, j'ai été, disons, très peiné. J'étais vraiment désolé de ce qui s'était passé. Mais d'après ce que je sais, je pense, à mon avis, que l'armée israélienne n'est pas tellement responsable de ce massacre. Ce qui s'est passé, ce n'est pas directement lié aux Israéliens. Nous ne pouvions pas contrôler tout cela. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Il aurait fallu tout faire pour empêcher cela. Mais Israël n'a aucune responsabilité dans cette affaire. C'est une question entre Arabes, chrétiens et musulmans. Ça n'a rien à voir avec les Israéliens. Mais je le répète, je ne crois pas que l'État d'Israël ait une responsabilité dans ce qui s'est produit. Je le répète, j'ai été très peiné. J'espère seulement que ça ne se reproduira plus. Les conclusions de la commission d'enquête israélienne sur les massacres de Sabra et Shatila conduiront le général Sharon à démissionner de son poste de ministre de la Défense. Ici, en Cisjordanie occupée, rien n'a changé depuis 45 ans dans les camps de réfugiés palestiniens. À peine les a-t-on entourés de barbelés et de tôles ondulées pour éviter que les enfants jettent des pierres sur les automobilistes israéliens. Ces enfants-là n'ont aucun endroit pour jouer. Cela fait 16 ans que je suis marié. Je n'ai jamais emmené ma femme en vacances.
Eux, les Israéliens, pendant les fêtes, ils emmènent leurs femmes et leurs enfants prendre l'air. Ils font de grandes balades, ils vont à la mer. Nous, quand on veut prendre l'air, tout ce qu'on respire, c'est les gaz lacrymogènes. Nous, on vit au rythme des rafales des mitraillettes, au rythme des patrouilles israéliennes qui sillonnent les ruelles du camp. À 45 ans, comme tous les hommes valides, Jacob Bettinger est réserviste dans l'armée. Chaque année, il enfile pendant un mois l'uniforme. Ses missions le conduisent régulièrement dans les territoires occupés. Je crois à la démocratie, même si l'un des mauvais côtés de la démocratie est d'obéir à des ordres qui ne me plaisent pas. Je n'ai pas d'état d'âme quant à l'obligation d'obéir à un ordre. Pendant mes différentes périodes militaires, je suis allé 3 fois dans les territoires, 3 fois dans la zone de Naplouse. Comme réserviste, je n'ai jamais aimé le travail que j'ai effectué là-bas. Arrêter des Arabes ou les fouiller, contrôler leurs voitures, perquisitionner leurs maisons. C'est le travail de la police et non celui des militaires. Même si je sais que c'est une chose nécessaire, je ne suis pas fait pour ce genre de mission. Toutes les fois que je reviens de mission de Naplouse, je reviens dépressif. Je n'aime pas cet aspect de l'armée. À l'exemple de la plupart des jeunes Palestiniens, les enfants d'Ahmed Mahdi ont fait la révolution des pierres, jusqu'au jour où l'un d'entre eux a été blessé par balle par un soldat israélien. Il y avait des incidents dans le camp. Les soldats frappaient les jeunes qui leur lançaient des pierres. Sa mère l'avait envoyé chez sa grand-mère chercher son petit frère. C'est ce qu'il a fait, mais en sortant de la maison, il tenait par la main son petit frère. Il y a eu une rafale et il a été touché au bras. Les enfants ont vu le sang qui coulait de son bras. Ils l'ont porté jusqu'à la maison. Il y a des bons et des mauvais Palestiniens, c'est comme les Israéliens. Si quelqu'un vient la nuit et essaie de me tuer, bien sûr, c'est mon ennemi. Mais en tant que juive, parce que je suis israélienne, si je veux aller dans la vieille ville, des gens pensent que c'est suffisant pour me tuer, que c'est une bonne raison. Alors pourquoi j'irais? J'ai des enfants. J'aime la vieille ville, j'aime visiter Jérusalem, mais je crois que c'est dangereux pour ma sécurité. Je pense que les gens ont le droit de se rendre où ils veulent sans se sentir menacés de mort à cause de leur appartenance à une quelconque communauté. Le 17 janvier 1991, lorsque les Américains déclenchent l'opération Tempête du désert contre Saddam Hussein, Israël devient la cible des missiles irakiens, mais sans possibilité de répliquer. Dans la ville de Ranana, un Scud est tombé, de même qu'à Ramat HaSharon. Là, j'ai eu le sentiment de revivre ce que mes parents m'avaient raconté de l'Exodus. Ils voulaient arriver en Israël, mais on les rejetait. Ils ne pouvaient pas se défendre. Ils étaient sans armes, sans rien. Ils ne pouvaient rien faire. Durant cette époque, la guerre du Golfe, ça a été très dur, très désagréable. J'ai eu un sentiment semblable à celui des Juifs de la que l'on a gazé. Ils étaient assis par terre et ils n'ont rien pu faire en attendant la mort. Nous, on était ici, cachés dans nos maisons. On a dit que tous les Palestiniens sont montés sur les toits et applaudissaient à la destruction d'Israël. Mais ce n'est pas vrai.
On espérait simplement qu'on allait rendre au peuple palestinien ses droits. Nous n'avons pas reçu de masques à gaz. Ils les avaient distribués aux Israéliens, ceux qui vivent de l'autre côté de la ligne verte, au-delà des frontières de 48. Les territoires occupés n'ont rien reçu. On attendait la mort à chaque instant. Et finalement, sans regret, tellement nos conditions de vie sont difficiles. On vit avec la mort depuis si longtemps. Ici, à Détroit, dans le Michigan, où vivent aujourd'hui 30 000 Palestiniens, ni les distances, ni le temps, ni même l'Amérique ne sont parvenus à faire oublier les traditions. Toutes les occasions sont bonnes pour faire revivre la Palestine qu'ils ont laissée derrière eux. Le temps d'un mariage, Joseph Martin est à nouveau à Ramallah. C'est le mariage d'un de mes amis. C'est un mariage palestinien traditionnel. C'est le mélange de deux cultures occidentales et orientales. Nous nous sentons de bons Américains, mais nous avons conservé les traditions de nos mariages arabes. Moi, j'interdis à mes enfants d'épouser un juif. Un point, c'est tout. Quant aux musulmans, ce sont des gens avec lesquels nos seules différences sont d'ordre religieux. Je préférerais, je conseillerais à mes enfants d'épouser quelqu'un de notre confession. Pas parce que les musulmans sont différents. Les musulmans sont des Arabes et nous sommes des Arabes aussi. Mais je préfère voir mes enfants épouser des gens de la même foi et élever leurs enfants de la même manière. S'il n'y a pas de différence entre les Arabes et les chrétiens, il y en a une, absolument une, entre un juif et un arabe. Après tout ce qu'on a vu en 48, après tout ce que mes parents m'ont raconté, tout ce qu'ils ont subi, je ne peux pas faire confiance à un juif et lui confier un de mes enfants. Je ne peux pas lui faire confiance. Comme chaque année, selon les traditions que ses parents lui ont transmises, Yossi Swirsky fête en famille Pessa. Pour lui, le bébé d'Exodus, plus encore que pour tous les autres juifs, cette fête religieuse a une signification hautement symbolique. Elle commémore la sortie du peuple juif d'Égypte vers Israël, la terre promise, le premier exode des Juifs. Moi, je pense, en tant que juif, que je n'ai aucun autre endroit dans le monde où vivre. Le seul endroit qui existe, et c'est pareil pour tous les juifs, c'est Israël. Il faut expliquer aux jeunes générations les coutumes juives, les fêtes juives en général, toutes nos traditions pour que les enfants n'oublient pas leurs racines, qu'ils connaissent l'histoire du peuple juif et de son pays. Un homme qui n'a pas de racines n'a pas de futur. Si les jeunes générations connaissent le passé, elles comprendront le lien qui les rattache à Israël. Elles comprendront combien ce pays est important. Et en restant au pays, les jeunes continueront à transmettre à leur tour ces traditions à leurs enfants. C'est comme cela que le peuple juif et Israël continueront à exister dans le futur. Si un jour je rencontrais un Israélien, je lui dirais 2 ou 3 choses simples. Je lui dirais, vous n'avez donc pas compris que l'occupation ne sert à rien. Arrêtez cette occupation et vivons ensemble côte à côte, en Israël et en Palestine. On ne va pas rester en guerre toute la vie. Il faut que le jour arrive où nous puissions jeter l'ancre dans un port palestinien, dans un État palestinien.
Je n'ai aucun espoir dans les négociations de paix. Je n'y crois pas. Eux-mêmes ne veulent pas la paix. Non, il n'y a pas d'espoir. J'aurais souhaité qu'on vive en paix et qu'on trouve une solution pour le peuple palestinien. Il y a un État palestinien qui protège nos enfants. Ils aient enfin des écoles, des universités où ils pourraient faire leurs études. Qu'ils jouissent de la sécurité sociale, qu'on fabrique un avenir pour les générations futures. Qu'ils ne vivent pas cette vie amère et désespérée, cette vie de peur, de pauvreté, de maladie que nous avons vécue. Je suis certaine qu'Israël est prêt à faire la paix, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas vivre dans un bain de sang quotidien. On ne peut pas être perpétuellement sur nos gardes, surveiller nos arrières. Nous devons aller de l'avant. Nous devons croire à la paix, du moins à un accord de paix. Nous devons apprendre à partager nos opinions. La paix, c'est très vague, mais vivre ensemble. Aucun de nous ne peut chasser l'autre. Nous sommes obligés de vivre ensemble.